pas les gens, après c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques Et en même temps, un travail donc Bonjour, bienvenue à la Villa Masséna, où est présentée cet été l'exposition Nice à l'école de l'histoire, qui se déroule dans le cadre de la programmation Nice 2017, École de Nice. En contrepoint de l'exposition du MAMAC, qui explore un moment où Nice a fait école, l'exposition du musée Masséna se propose sur le temps long d'explorer quelques séquences de l'histoire où Nice a été à l'école du monde de façon significative. C'est ainsi qu'on présente à la Villa Masséna une exposition en 5 chapitres, l'invention du feu, l'invention de la Méditerranée, de la cité, de l'Europe et du tourisme. Alors ce premier chapitre, l'invention du feu, se propose de revenir sur une période très intéressante de l'histoire de la ville de Nice, puisqu'il y a moins 380 000 ans, l'homme à Nice, sur une plage de Terra Amata, a domestiqué le feu, un feu qui n'était donc pas accidentel, mais qui a été domestiqué par les premiers hommes implantés sur ce rivage. Ce premier chapitre est donc aussi l'occasion de faire des rapprochements avec l'exposition du MAMAC et d'exposer une série d'artistes qui ont pu travailler avec le feu. C'est ainsi qu'on présente une pièce de Noël Dolla, une d'Armand ou encore un feu, une reproduction de photographie de Klein. Le feu, c'est évidemment le feu d'artifice qui à Nice a une résonance toute particulière. C'est ainsi qu'on clôture ce chapitre par l'évocation de ces feux d'artifice, aussi bien des photographies de l'Arctique qu'une œuvre de Dufy, et également, évidemment, on ne pouvait pas évoquer les feux d'artifice sans évoquer l'attentat du 14 juillet dernier. Le deuxième chapitre de l'exposition est consacré à ce que Jean-Jacques Ayagon a tenu à appeler l'invention de la Méditerranée. On évoque le passé grec de la ville de Nice. Cette section est aussi l'occasion d'évoquer la Méditerranée, ce bassin culturel, géographique, les mythes qu'elle a engendrés, les végétations méditerranéennes. C'est ainsi qu'on évoque la faune marine, par exemple, et puis ensuite qu'on explore le triptyque végétal par excellence de la Méditerranée, c'est-à-dire la vigne, l'olivier et les agrumes. On présente donc dans cette section un matériel assez hétéroclite qui va d'un fauteuil du mobilier national à une pièce d'archéologie, en passant par un olivier de Louis Kahn, ou encore des produits tels que du vin, des olives ou encore des orangettes. Alors pour introduire ce mythe méditerranéen, on a ici une très belle pièce qui vient du Petit Palais, la Méditerranée d'Aristide Maillol, qui présente ici une très très belle allégorie de la Méditerranée. Alors dans cette partie consacrée aux agrumes, on présente une très belle œuvre de François-Louis Français qui vient du musée des Beaux-Arts de Reims et qui présente un oranger dans la Villa Fremy sur le Mont Boron. Le Mont Boron qui est devenu à l'heure de la Nice capitale d'hiver le lieu de résidence par excellence, et donc vous avez ici une présentation extrêmement belle d'un jardin avec ses orangers, ses fleurs et sa végétation luxuriante. Et puis à côté, une très belle œuvre qui vient du musée de Grasse qui présente une jeune fille cueillant des oranges. C'est la cueillette des oranges à Cimiez par Berthe Morisot. Alors, quelques siècles après la Grèce, c'est la puissante Rome qui va s'installer sur le territoire de Nice, et donc avec la conquête romaine, Nice va connaître le destin d'une cité méditerranéenne, puisque les Romains installent à Cimiez, Séménélum, tous les attributs d'une ville romaine, avec un amphithéâtre, avec des thermes et avec des institutions romaines. Ce passé romain va avoir une grande importance pour l'histoire de Nice, pour l'histoire de son territoire, puisque le territoire de Séménélum va se forger autour de cette capitale d'une province romaine nouvellement créée, la province des Alpes-Maritimae. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que le département des Alpes-Maritimes porte aujourd'hui toujours le nom de cette ancienne province romaine. C'est d'ailleurs le seul en France à porter le nom d'une ancienne province romaine.
Alors, on l'a vu, Nice était la capitale, Séménélum, l'implantation d'une cité, mais c'est aussi la capitale d'un territoire plus vaste qui s'étend évidemment dans l'arrière-pays, un arrière-pays montagneux, et c'est ce qu'on a voulu montrer ici dans cette quatrième salle de l'exposition qui est consacrée à un petit cabinet de curiosité en fait, qui est le pendant de la faune marine, de la végétation marine qu'on a pu voir dans la salle 2. On présente ici des œuvres typiquement représentatives de ce paysage montagneux, de ce paysage de Riviera, avec des aquarelles de végétation, avec une collection de moulages de champignons, d'oiseaux empaillés qui proviennent du Muséum d'histoire naturelle de Nice, mais également des photographies du comte de Sessol, qui va photographier inlassablement la montagne, ses pitons rocheux, ses reliefs escarpés. Et puis on termine évidemment par l'observatoire de Nice, qui va avoir une importance toute particulière, cet observatoire construit par Charles Garnier, qui va également devenir un lieu de mondanité. Et on a à cette occasion présenté une lunette astronomique prêtée par l'observatoire, et on termine cette section sur le territoire par la sublime photo que Thomas Pesquet tweet depuis la station européenne internationale lorsqu'il est dans l'espace pendant son voyage des derniers mois. Alors après le ciel physique, on aborde le ciel spirituel qui introduit cette quatrième grande section sur l'invention de l'Europe et l'implantation très précoce à Nice et sur son territoire du christianisme. La cité romaine de Séménélum va très vite, aux abords du 5e siècle, devenir le lieu d'implantation d'un premier groupe épiscopal. On a retrouvé à Nice des fragments de chrisme, les restes d'un baptistère. Et puis ensuite, dans cette salle, on déroule le fil de l'histoire du christianisme sur le territoire de Nice en présentant des fragments de piliers de l'abbaye carolingienne de Saint-Pons, des clés de voûte médiévales de l'ancienne église des Cordeliers, des chapiteaux, des bénitiers de l'ancienne cathédrale de la colline du Château, mais également des œuvres comme celle de Durandi ou Bréa, qui sont évidemment très importantes et très intéressantes dans l'histoire de Nice. On est au croisement de l'époque médiévale et de la Renaissance. On continue avec d'autres types d'objets, avec une maquette par exemple qui représente l'église Sainte-Jeanne d'Arc, une église de béton armé réalisée par l'architecte Droz dans le début des années 30 et qui est assez impressionnante dans le paysage urbain de Nice. Alors ce deuxième sous-chapitre de l'invention de l'Europe qu'on a intitulé « L'émergence des nations » traite du balancement que Nice va connaître entre l'Est et l'Ouest tout au cours de son histoire médiévale et moderne. Et on revient ainsi sur les deux salles suivantes, sur un contexte géographique et géopolitique très particulier que connaît Nice et son territoire. Au cours de cette histoire, un épisode très significatif, c'est le congrès de Nice de 1538 qui va avoir lieu à Nice, où Charles Quint et François Ier se rencontrent. Ils ne se rencontreront jamais physiquement, puisque ce sont leurs émissaires qui se rencontrent, mais les deux grands géants politiques de l'époque se trouvent à Nice au même endroit dans l'espoir de conclure une paix, et on a cette très belle toile qui nous vient du Palais Farnèse de Plaisance en Italie. Alors quelques années après cette paix manquée, un autre épisode significatif, c'est le siège de 1543 où François Ier s'allie à Soliman le Magnifique pour assiéger la ville. On présente ici une petite gravure qui représente la flotte turque assiégeant Nice, un boulet de canon de l'armée turque et une petite statue de Catherine Ségurane, l'héroïne légendaire de ce siège de la ville. Alors, un autre siège important, c'est le siège de la ville par Louis XIV, qui, en 1705 et 1706, va assiéger une dernière fois la ville de Nice et, évidemment, ordonner le bombardement de la citadelle et de ses remparts. C'est ainsi que les remparts de Nice vont tomber et que Nice va devenir une des premières villes ouvertes d'Europe, ce qui aura une importance notamment dans l'histoire de l'invention du tourisme qu'on verra un peu plus tard.
L'histoire de la France est évidemment intimement liée à la famille de Savoie, on l'illustre également dans cette section, et puis on remonte le temps avec la période révolutionnaire, l'arrivée de Bonaparte à Nice, et puis avec le retour, la restauration des États sardes et le retour des rois sardes à Nice, avec cette très belle toile qui vient du château d'Aglier en Italie et qui représente le séjour de 1826 de Charles-Félix et Marie-Christine de Savoie. Alors, lors de la préparation de cette exposition, on a eu la chance d'avoir de nombreux prêts d'institutions françaises et étrangères, et on a eu le prêt très important du ministère des Affaires étrangères qui nous a prêté l'acte de ratification officielle du rattachement de Nice à la France, qui est présenté à la fin de cette section consacrée à l'invention de l'Europe. Cette capitale d'hiver, elle est évidemment synonyme de cosmopolitisme, puisque un certain nombre de nationalités viendront s'installer à Nice. On a évidemment en tête les Russes, les Anglais, mais de nombreuses têtes couronnées, de nombreux pays, pas seulement européens, viendront s'installer et résider à Nice. Ils viendront avec leurs architectes, avec leurs architectures. C'est ainsi qu'on peut voir à Nice un certain nombre d'églises étrangères. Et puis peu à peu, ce tourisme climatique va se transformer en tourisme balnéaire. Au début du XXe siècle notamment, la saison d'été va naître et on va connaître un développement du tourisme balnéaire. On vient à Nice l'été pour se baigner. C'est une autre forme de tourisme, mais il est également significatif dans l'histoire de Nice. Et c'est ainsi que dans cette dernière partie, on présente par exemple une très belle œuvre du musée de la Marine qui représente les premières régates à Nice, mais également un maillot de bain des arts décoratifs des années 30 jusqu'à une photographie de Martine Parr prise en 2015 sur la promenade des Anglais et qui illustre bien ce phénomène civilisationnel qu'est le tourisme. Alors, l'exposition est présentée jusqu'au 15 octobre à la Villa Masséna et on vous invite vivement à y venir. C'est une exposition qui présente une esquisse, un portrait de la ville en 300 œuvres. C'est une exposition qui a fait l'objet d'une scénographie importante puisqu'il a fallu mettre en valeur des pièces qui étaient très différentes. Je tiens à signaler le travail de Jean-Pierre Barbero, le directeur du musée, le travail des scénographes et des graphistes, Christophe Évrard et Marcel Bataillard, et l'ensemble des personnels du musée et de la direction de la culture qui ont participé à cette exposition sous le commissariat général de Jean-Jacques Ayagon.